Sommes-nous condamnés au totalitarisme? C'est par cette question que j'ai terminé la capsule précédente. Tant, nous l'avons vu, le rationalisme abstrait, le rationalisme dialectique ou même la critique romantique, chacune de ces traditions philosophiques semble porter en elle le risque d'une dérive totalitaire. Le risque, pas la nécessité, mais le risque tout de même. Et pourquoi, où se trouve la source de ce risque, si ce n'est dans la volonté trop forte de justifier l'État, de montrer que l'État serait la forme parfaite, soit parce qu'il correspondrait à l'application, à la réalisation des principes éternels de la raison, qui serait le lieu où la société devient parfaitement raisonnable, soit parce que ce serait l'expression de l'accomplissement de la raison à un temps donné, pensez au rationalisme dialectique, soit parce qu'il serait fondé sur des principes essentiels à une culture, à une tradition donnée, principes qui eux-mêmes, étant le fondement du politique, ne pourraient pas être remis en question. Dans les trois cas, les différentes formes de rationalisme, mais même dans la critique romantique, dans l'idée qu'il y aurait un fondement ultime, incontestable, pleinement valide à l'État, se trouverait le risque, la source du risque de dérive totalitaire. Alors, on aura l'occasion de revenir sur le fait que ce risque totalitaire n'est peut-être pas le dernier mot des traditions philosophiques, en particulier des traditions rationalistes au sens fort. Néanmoins, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on peut comprendre que la question de l'État est devenue une question absolument problématique dans la mesure où l'État s'était illustré comme étant le pire des meurtriers. Alors l'État va rester absolument central dans la Deuxième Guerre, dans les 30 années, notamment les 30 glorieuses, on verra cela au chapitre 2, qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Il va être au centre de la reconstruction économique, il va être au centre du développement de l'État-providence, mais l'État ne va plus être tant vu comme étant, en tout cas dans nos pays, comme étant le lieu où la société accède à la raison, le lieu de réalisation de la volonté collective. Il va plutôt être vu comme un instrument dont la société se dote pour parvenir à garantir la coexistence des individus, la coexistence des libertés individuelles. L'État, dès lors, est vu comme une contrainte. Il n'est pas vu comme étant le lieu de réalisation de la raison, le lieu de réalisation de la liberté, mais plutôt comme étant une condition de possibilité de la coexistence des libertés individuelles. Et c'est dès lors, en mettant au centre de sa réflexion sur l'État ce concept, cette idée de mal nécessaire, que le libéralisme politique va s'imposer progressivement comme étant la tradition politique dominante. On ne cherche plus donc à voir dans l'État l'institution parfaite, on cherche à voir dans l'État l'instrument qui va permettre d'assurer le respect du droit à l'existence, le respect de la propriété privée, le respect de la liberté de penser. L'État va devoir être un mal, certes, puisqu'il contraint notre liberté, mais un mal nécessaire parce qu'il permet la coexistence des libertés individuelles. Le tout va être de comprendre comment assurer cette coexistence, qu'est-ce que cela implique, quels sont les droits fondamentaux qui doivent être respectés, y a-t-il une hiérarchie entre ces droits fondamentaux? Et nous verrons au cours des chapitres les différentes tensions internes au libéralisme qui apparaissent en fonction notamment des différentes générations de droits fondamentaux et la manière dont on pense cette articulation entre un État vu comme étant une contrainte, mais une contrainte malgré tout nécessaire pour garantir la coexistence des libertés. Alors le libéralisme reste en quelque sorte un héritier du rationalisme, parce que finalement cette idée que nous avons besoin d'un État pour garantir le respect de la paix civile, c'était déjà l'idée chez Hobbes. Nous sommes directement en fait encore dans l'héritage de la philosophie politique moderne, mais c'est une conception moins ambitieuse, plus étroite de la raison que celle que l'on a pu voir chez des philosophes français ou des philosophes allemands, pensons à Rousseau
Rousseau, pensons à Hegel, qui avait une conception beaucoup plus forte de la raison et qui pensait donc, selon la triple identité dont je vous ai déjà parlé dans les capsules précédentes, que l'on pouvait voir dans l'État l'expression de la raison. Or, la raison est agir conformément à la raison, c'est agir librement, et donc une triple identité de l'action libre, de l'action conforme à la raison et de l'action conforme à la loi édictée par l'État. Tandis que le libéralisme ne croit pas dans cette réconciliation possible, parfaite, des trois dimensions de la liberté, de la loi et de la raison. Il cherche bien plutôt à garantir un équilibre entre des dimensions pensées comme irréductiblement contradictoires. Il ne s'agira donc plus d'une parfaite réconciliation, mais d'un équilibre entre la nécessité de promouvoir autant que possible la liberté individuelle, mais les contraintes indispensables pour garantir la coexistence de ces libertés. Donc la liberté individuelle versus la contrainte inhérente à la vie en collectivité. C'est toujours cette tension que l'on retrouve au cœur du contexte actuel de manière particulièrement frappante. Comment, au nom de la garantie de notre droit à la santé, de notre droit à l'existence, une droit à l'existence de chacun, pouvons-nous et jusqu'à quel point contraindre d'autres de nos libertés au travers du pouvoir de l'État, quitte à que ce pouvoir de l'État prenne la forme d'une action policière, de sanctions, etc., comme on nous annonce des sanctions de plus en plus fortes pour ceux qui ne respecteraient pas le confinement. Donc, nous avons une pensée libérale qui est une forme de réaction par rapport à une interprétation trop ambitieuse de l'idéal politique moderne, à une interprétation trop forte du rationalisme, mais qui reste dans son héritage sous une forme d'un rationalisme plus étroit. Rationalisme plus étroit qui est en fait assez illustratif de la tension qu'il existe au sein de la philosophie entre deux approches. L'approche plus continentale, l'approche française, l'approche allemande, qui cherche donc cette réconciliation parfaite de la raison, et une approche peut-être plus anglo-saxonne, qui est plus méfiante des grandes vérités, plus méfiante des grands principes, qui est plus sensible à la diversité empirique des sujets, à la pluralité des hommes concrets qui réfléchissent en fait à partir de l'être humain sensible, dans la diversité de ses réalités, dans la diversité de ses expériences, plutôt qu'à partir d'une réflexion sur l'humanité avec un grand H, qui cherche la liberté de l'homme avec un grand H, de l'humain avec un grand H. Mais au contraire, nous avons plutôt une pensée qui cherche la coexistence entre les libertés des hommes, des femmes, des êtres humains, avec un petit h. Cette tension donc entre universalité de la loi et diversité individuelle et pluralité sociale est au cœur de ce dialogue autour de deux modèles de l'État. L'État comme lieu d'accomplissement de la raison, que l'on va retrouver dans la tradition républicaine, et l'État comme instrument de coexistence des libertés qui fait le cœur du libéralisme. Voilà, ceci clôture notre introduction. Nous allons dans le chapitre 1er détailler de manière plus précise les grands principes du libéralisme politique.